À travers le monde, nos amis de l'Afrique Eco Magazine, nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, notre débat sur l'interview porte sur le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Nous sommes venus voir les coordonnateurs de ce centre. Ils avaient organisé une formation à l'intérêt des journalistes. C'est pour expliquer aux journalistes les bien fondés de l'énergie renouvelable, parce que le Congo, comme l'Afrique, vous le savez que nous avons besoin de l'énergie. Et si nous ne parvenons pas à faire le développement comme il se doit, la cause vient de la vie industrielle. Or, pour parler de la vie industrielle, il faudrait qu'il y ait l'énergie. Mais le SENADEP a tout jugé bon qu'il faudrait donner une information sur l'énergie renouvelable. Avec lui, nous allons découvrir nous tous l'intérêt qu'il y a eu pour la formation. C'est quoi d'abord l'énergie renouvelable et ça a quel coût? Voilà les questions qui nous préoccupent pour que nous puissions, à votre intention, avoir des explications vraiment fiables, parce que le cordon lui-même est bien disposé. Je ne vais pas le présenter, mais vous allez le découvrir vous-même. Nous ne voulons pas faire l'apologie de ce que vous êtes, mais néanmoins, il vous appartient de vous présenter vous-même pour que le monde vous découvre et puis l'Afrique aussi. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre émission. Je m'appelle Justin Mongomi. Je suis chargé de suivi de politique et je suis coordonnateur des programmes du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, SENADEP en sigle. Oui, vous avez expliqué le centre, vous vous êtes présenté, mais nous sommes au courant que vous aviez organisé à l'intention des journalistes congolais une formation que nous avons jugée très meilleure, où il y avait la matière très colossale. Quel était l'intérêt qui a animé le centre pour que les journalistes soient formés? Et qu'est-ce que le Congo peut tirer de cela, de l'Afrique? Merci beaucoup. Je vous remercie particulièrement pour vous être dérangé de venir me voir, démontrant ainsi votre intérêt sur la formation que nous avons organisée mardi 5 décembre au profit des journalistes, des professionnels des médias, sur l'accès à l'énergie en RDC. Nous avions organisé cette formation parce que depuis 2013, nous travaillons avec les professionnels des médias dans un plaidoyer que nous sommes en train de mener qui s'appelle plaidoyer pour l'accès inclusif à l'énergie. C'est un problème qui nous préoccupe. Vous avez entendu depuis l'avènement de la démocratie, je vais dire après l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006, il y a eu beaucoup de programmes au cours desquels on vous annonce des slogans du genre 5 chantiers, révolution de la modernité et tout ça. Mais pour engager toutes ces réformes que les vocables ont véhiculées, il y a un problème important, c'est l'accès à l'énergie. Sans énergie, pour être bref, sans énergie, il n'y a pas de développement. Alors nous avons engagé avec les journalistes conscients de cette vérité, conscients de cette réalité, nous avons engagé avec les journalistes ces plaidoyers pour l'accès inclusif à l'énergie. Quand nous disons accès inclusif, nous voulons que toute Congolaise, tout Congolais, partout où il est, puisse avoir accès à l'énergie. Comme nous travaillons avec les journalistes, nous voulons que dans cette deuxième phase, que nous avons travaillé avec eux dans une première phase, où il était essentiellement question des projets INGA, où nous voulons que ces projets puissent se dérouler en respectant les normes, toutes les normes techniques, les normes environnementales et les normes sociales. Parce que nous avons vu que vers les années 70 et les années 80, quand on a construit INGA 1 et INGA 2, on n'avait pas respecté les normes, particulièrement les normes sociales.
Parce que vous savez qu'il y a des clans qui ont été dépossédés de leurs terres sur Inga. Et ces clans n'ont jamais été indemnisés. Donc nous avons parlé dans cette première phase de cette problématique des projets Grand Inga, donc qui va de Inga 3 jusqu'à Inga 8. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de faire pression pour que, avant de développer ce projet, on puisse respecter toutes les normes, notamment à travers la tenue des études. Dans cette deuxième phase, nous allons passer, notamment avec les professionnels médias, nous allons mener une campagne priorité énergie. Il s'agit de faire en sorte que nos populations puissent prendre conscience que s'ils n'ont pas accès à l'énergie, ils sont exclus de la civilisation. C'est un peu quand vous allez dans nos villages. Vous voyez dans quelles conditions nos familles qui sont dans des villages vivent. Ils sont presque en dehors de la civilisation. Parce que leur manière d'apprécier les temps est différente. Parce que leur manière d'apprécier les outils qui sont autour d'eux est différente. Parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Donc, pas la vie industrielle. Industriel, d'ailleurs, c'est réduire. J'ai parlé de la civilisation. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de civilisation. Hein? L'ex-ministre Bruno Kapanji aime dire que c'est Dieu le premier qui a constaté que sans énergie, il n'y a pas de vie. Parce qu'il dit, l'esprit mouvait sous les eaux, c'est dit dans la Bible, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière. C'est pour montrer l'importance de l'énergie. Alors, comme nous allons entamer une campagne priorité énergie, laquelle campagne va nous pousser à inciter la population, à inciter surtout les hommes politiques, les différents candidats à différents niveaux, qui vont se présenter pour solliciter nos voix, les pousser à inscrire l'accès à l'énergie comme l'une de leurs priorités, de leur programme. Comme nous sommes engagés dans cette campagne, et nous le faisons avec les journalistes ont l'obligation de connaître la problématique de l'accès à l'énergie telle qu'elle se pose dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons organisé cette formation pour donner la lumière, pour donner l'information aux journalistes, leur faire prendre conscience que la campagne dans laquelle nous sommes engagés, c'est une campagne vitale pour la vie de notre société. Quand on dit que le pays va être émergent, mais sachez que vous ne pouvez pas être émergent si vous avez une quantité dérisoire de capacités installées de environ 2500 capacités réelles, la moitié. Ça, nous sommes encore en dehors de la compétition, en dehors des États modernes. En dehors des États modernes. Voilà pourquoi, pour que les journalistes puissent participer à fond, nous avons tenu à les mettre à niveau en donnant l'information sur la situation de l'accès à l'énergie à travers les pays, mais également en montrant que, en dehors des formes d'énergie que le pays a essayé de développer, c'est-à-dire l'hydroélectricité, le thermique, les pays disposent encore d'autres formes d'énergie renouvelables, notamment les solaires, les éoliennes, les biomasses, la géothermie. Toutes ces formes d'énergie renouvelable, les pays peuvent les développer. Et pour ça, les journalistes doivent être au courant, dans chaque coin de notre pays, quelle est la forme d'énergie renouvelable la plus indiquée qu'on peut développer. Parce que nous le disons, parce que nous disons, pour que tout Congolais puisse avoir accès à l'énergie, il est difficile que nous puissions nous tabler sur l'énergie qui viendra de Inga. Parce que la ligne Inga Chaba, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'argent. Nous voulons que le pays, nos États, nos pouvoirs publics puissent développer des énergies de proximité. Voilà pourquoi les journalistes doivent être informés de tout ça. Parce que la campagne à laquelle nous sommes engagés, priorité énergie, c'est pour faire prendre conscience à l'homme politique, à l'élite politique, que si les pays ne développent pas, ne donnent pas accès à l'énergie aux populations,
il est inutile d'espérer que nous allons faire développer ces pays. Monsieur Cordon, nous avons suivi avec beaucoup d'intention, avec beaucoup d'intérêt aussi, les explications sur ce que vous avez appelé l'intérêt pour donner la possibilité aux professionnels de médias. Nous ne posons pas la question pour savoir si réellement les thèmes de référence que le centre a choisi correspondent au background de certains collègues journalistes, si réellement ils sont formés pour ça. Mais le centre a bien disposé les notions telles que les journalistes qui ne soient pas vraiment techniciens en la matière, mais il doit seulement rendre son papier selon sa compréhension et selon les thèmes de référence que vous avez choisis pour que la formation soit meilleure à l'intention. Maintenant, la deuxième question que nous voulons que le monde sache, que les Congolais de commun mortel, que les Africains tout entiers, parce que c'est le même problème similaire partout, en Afrique subsaharienne, centrale et puis australe. L'énergie renouvelable demeure encore un terme vraiment technique. Vous avez énuméré, vous avez dit il n'y aura pas la civilisation lorsque l'énergie ne sert pas et le développement ne viendra pas. Mais en termes un peu clairs, Monsieur le Cordon, pouvez signifier aux Africains, en termes clairs, ce que vous entendez par énergie renouvelable et de quelle manière les Congolais doivent avoir l'accès par rapport au courant alternatif qui coûterait peut-être plus cher parce que vous avez parlé de Inga. Comment comptez-vous les faire et les dire? Merci encore, monsieur le journaliste. On ne va pas être trop savant. On parle d'énergie renouvelable pour parler de ces formes d'énergie qui se renouvellent à l'échelle humaine. C'est-à-dire, tu vas naître et mourir. À cette échelle-là, cette énergie-là se constitue ou se reconstitue. C'est ce qu'on appelle énergie renouvelable. Contrairement à ce qu'on appelle les énergies fossiles comme le pétrole, qui attendent des milliards d'années. Ça, ce n'est pas à l'échelle humaine. Voilà pourquoi on dit l'énergie renouvelable, ce sont des énergies, on appelle ça énergie renouvelable, ce sont des énergies qui se reconstituent à l'échelle humaine, alors que les énergies fossiles, ce sont des énergies, les énergies renouvelables, on dit que ce sont des énergies inépuisables, alors que les énergies fossiles sont des énergies qui vont s'épuiser, parce que les renouvellements exigent beaucoup plus de temps. Et en ce moment, nous ne sommes plus là, il faut attendre des milliards d'années pour que ça se reconstitue. Voilà pourquoi nous disons, ça ce sont des énergies renouvelables, des énergies qui se reconstituent plus rapidement à l'échelle humaine. Par exemple, si vous prenez de l'eau, depuis que nous sommes là, l'eau est en train de circuler sur le fleuve. Donc il se renouvelle. Hein? Je peux dire même se renouvelle. Les philosophes Parménide disaient, nous ne baignons pas dans la même eau. C'est-à-dire, si vous vous lavez, l'eau la passe, ça se reconstitue. Moi, je me baigne dans l'autre eau. C'est pourquoi on dit l'eau fait partie de l'énergie que nous tirons de l'eau fait partie des énergies renouvelables. L'énergie que nous tirons du vent fait partie des énergies renouvelables. L'énergie que nous tirons des déchets végétaux, ce sont des énergies renouvelables. L'énergie que nous tirons de la chaleur qui sort des entrailles du sol, de la terre, ce sont des énergies renouvelables. Quoi encore? Donc voilà un peu l'énergie que nous tirons du soleil. C'est une énergie renouvelable parce que le soleil se reconstitue chaque jour et à tout moment. Monsieur Le Cordon, Oui. c'est bien, vous avez dit qu'on ne peut pas rester si souvent savant, mais les Congolais, les Africains qui vont entendre, nous pensons que la RDC en elle-même constitue autant de facteurs pour que cette énergie renouvelable, parce que nous en avons autant. Alors, comment comptez-vous en termes économiques le centre va aider la RDC, donc le gouvernement, pour que cela soit matérialisé, afin qu'on touche. Parce que l'énergie renouvelable, nous avons besoin de consommer, mais par quelle méthode vous allez visiblement faire voir que voilà, lorsque vous actionnez ça, ça va donner telle ou telle intensité. Oui, il ne faut pas faire la confusion des rôles.
nous sommes de la société civile. Nous sommes des organisations qui font des plaidoyers pour aider le gouvernement à développer une telle activité ou une telle autre activité. Le rôle, la mission première de l'État, qui est de donner des services sociaux de base aux populations, c'est une des missions premières de l'État. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'aider l'État à jouer correctement son rôle. C'est dans ce sens que nous voulons dire à notre État, si nous voulons donner l'accès à toute Congolaise, à tout Congolais, où qu'il soit, à Kasumbalesa, à Kolokoso, à Libobi, à Lissombo, dans des villages du sud Ubangi là-bas, il doit développer des formes d'énergie de proximité, notamment les énergies renouvelables, particulièrement les micro-barrages, les pico-barrages, les micro-centrales, les mini-barrages. Nous avons été on vient de Rutshuru, voir les barrages de Matebe dans le parc de Virunga. C'est à peine un barrage de 13,8 MW. Mais vous arrivez à Rutshuru, la cité est éclairée, tout le monde a l'électricité. On produit l'électricité ici à 2-5 mètres, les gens ont du courant. C'est une expérience formidable. En dépit des petits problèmes qu'il peut y avoir, les gens de Matebe, les gens de Rutshuru, de Kiwanja vivent maintenant, ils peuvent développer des petits projets, soudure, des moulins. La vie a pris une autre forme. Vous voyez, on ne peut plus consommer les aliments, les produits agricoles tels qu'on les a sortis de la terre. On peut les transformer avec des petits outils de production. Ça, c'est ce que nous poussons le gouvernement à voir. Si nous voulons que tout Congolais puisse avoir accès à l'énergie, nous demandons au gouvernement de développer des formes d'énergie renouvelable. Et nous insistons beaucoup sur les mini, les micros, les picots centrales, parce que le coût est moindre, ça dure moins pour développer. Les projets de Matebe a commencé en 2013. En 2015, ils avaient déjà les barrages terminés. En 2016, ils ont exploité une première année. Maintenant, ils sont en train de terminer la deuxième année. Ça avait commencé en 2013. Aujourd'hui, c'est la deuxième année. C'est 2 ans après, ils ont leur barrage et ils commencent à exploiter. Nous voulons que cela se fasse comme ça. Et dans tous nos coins, et les journalistes ont vu que dans toutes les parties de la République, il y a des formes d'énergie renouvelable qu'on peut développer pour donner directement accès à l'énergie aux populations qui sont aux alentours. Ce sont des formes d'énergie de proximité que nous voulons. Nous voulons que tout candidat qui viendra pour solliciter le vote, la voix des Congolais, on puisse lui exiger de placer l'accès à l'énergie comme une des priorités de son programme. Parce que tant qu'on ne met pas l'énergie comme une priorité dans notre pays, les pays vont continuer à tourner en rond, et à rester dans les noirs et rester comme nos parents, nos grands-parents qui sont restés au village. Ils sont nés, ils vont mourir sans voir jamais l'électricité, sans pouvoir transformer ce qu'il y a, les produits agricoles qui sont autour d'eux, à autre chose, à un plus-value, et pour pouvoir les consommer de façon moderne. Donc, voilà cette forme d'énergie, les énergies renouvelables que nous voulons que l'État puisse promouvoir notamment la petite hydroélectricité, donc les petits barrages, les mini-barrages, les pico-barrages, les micro-barrages, parce que ça se développe vite, ça coûte moins cher et ça a moins d'impact environnementaux, ça a moins d'impact. Donc ça peut se développer rapidement et ça peut permettre à ce que les gens puissent changer leurs conditions de vie plus rapidement que si on veut faire de grands barrages, ça prend trop de temps, ça demande beaucoup de moyens et souvent les moyens que les pays ne disposent pas. Voilà pourquoi nous disons que les énergies renouvelables, c'est une opportunité pour la RDC, à commencer par l'hydroélectricité. C'est une opportunité. Nous avons des rivières, des cours d'eau partout. Si les pays, si nos pouvoirs publics, si nos pouvoirs publics peuvent exploiter ces différents cours d'eau qui peuvent être utilisés pour développer des mini-barrages
et donner accès à l'énergie à toutes nos populations. Et en fait, vous plaidez pour la promotion des énergies renouvelables, mais il n'y a pas plus longtemps, le chef de l'État est allé inaugurer les centres solaires de Kananga, mais fort malheureusement, ce centre n'a pas pu résister. Vous pensez que avec ce type d'investissement qui ne dure pas, nous allons développer vraiment l'énergie renouvelable dans notre pays? Merci beaucoup de donner cet exemple de la centrale solaire que le chef de l'État est allé inaugurer à Kananga et qui connaît quelques problèmes. Je crois que le problème est un problème de politique. Quand on veut s'engager sur une voie, on minimise les moyens. À l'heure actuelle, notre expertise, l'expertise de notre pays en matière d'énergie renouvelable est relativement faible. Par conséquent, l'État doit s'engager à relever les niveaux, à envoyer les gens en formation pour que nous puissions maîtriser cette technologie des énergies renouvelables, parce que nous avons des potentialités énormes dans ce sens-là. Et comme nous sommes encore dans un pays qui se cherche pour le développement, il est important de commencer par d'abord former les ressources humaines. Former les ressources humaines, ça veut dire nous devons donner l'occasion aux jeunes qui terminent les universités de se former dans ces domaines. Vous avez le professeur Ndaï à l'ISTA qui fait ce travail formidable. L'État doit encourager les centres d'énergie renouvelable qui se trouvent à l'ISTA et qui est dirigé par le professeur Ndaï. Si nous n'investissons pas, si l'État congolais n'investit pas dans ces formes d'énergie, après 50 ans, nous risquons encore de nous regarder par rapport aux autres pays, nous dire où est-ce que nous sommes par rapport aux autres pays qui sont autour de nous, qui sont en train d'avancer. Parce qu'ils ont compris que ce sont ces formes d'énergie qui vont amener le développement à travers le développement des petites et moyennes entreprises, des petits projets, tout ça. Mais pour y arriver, il faut d'abord investir dans l'homme, c'est-à-dire il faut former les ressources humaines congolaises dans ces domaines, dans des domaines des énergies renouvelables. Parce que le problème que vous soulevez des centres de Kananga, c'est notamment à cause du matériel. Nous n'avons pas encore la maîtrise des matériels appropriés pour développer les solaires. Vous avez beaucoup de panneaux solaires qui nous arrivent ici, mais quand vous regardez, ce sont des panneaux qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas indiqués pour pouvoir développer. Il faut se spécialiser dans les domaines pour savoir identifier quels sont les panneaux qui sont indiqués pour développer un projet de tel nombre de mégawatts. C'est entre autres ce genre de problèmes que nous connaissons là-bas. Mais cela ne remet en rien l'importance que nous accordons à ces formes d'énergie sans lesquelles il n'y aura pas de développement au Congo ici. Donc le cas que vous soulevez est un cas tout à fait isolé. Ça ne remet en rien l'importance que nous devons accorder aux énergies renouvelables parce que ce sont des énergies de proximité qui coûtent moins cher, qui ne dégagent pas les CO2 et qui peuvent permettre à ce que toute Congolaise, tout Congolais, où il se trouve, puisse avoir accès à l'énergie à un coût abordable, comme nous avons vu un peu dans les autres pays. Voilà en somme ce qu'on peut retenir de cette expérience. Officiellement, en République démocratique du Congo, il n'y a que la Société nationale d'électricité qui est appelée à fournir l'électricité. De manière officielle, quoique certains fournisseurs privés ont commencé à s'implanter. Plaider pour l'exploitation d'autres formes d'électricité. Vous ne pensez pas que ça fait aussi appel à la réforme de la Société nationale d'électricité, SNEL? Merci beaucoup. L'importance que nous accordons à l'accès à l'énergie n'est pas un problème purement de la société civile. C'est l'État le premier qui sait que l'énergie a une importance capitale. Et depuis les années 90, nous avons la Société nationale d'électricité, la SNEL. Maintenant que l'État a compris l'importance, l'État a eu tout un programme qui commence d'abord sous le cadre juridique.
il faut d'abord réformer le cadre juridique. Voilà pourquoi on a mis en place la loi relative à l'électricité qui a été promulguée en juin 2014. Et là-dedans, l'État essaye de libéraliser les secteurs avec tous les dangers que cela comporte. C'est pourquoi nous devons aussi vulgariser la loi relative à l'électricité pour que la population puisse connaître cette loi, parce qu'elle vient libéraliser les secteurs, elle vient faire voler cette sorte de monopole qu'avait la Société nationale d'électricité. Et devant cet environnement énergétique libéralisé, la SNEL a l'obligation de se réformer aussi pour se mettre au pas. Voilà pourquoi l'État avait signé un contrat avec la société canadienne Manitoba pour aider la SNEL, renforcer la SNEL, réformer la SNEL. Bon, aujourd'hui, on peut poser la question, où est-ce que nous en sommes par rapport à cette question? Ça, c'est aussi le problème de l'État. L'État veut libéraliser les secteurs. L'État a changé, a transformé les entreprises publiques. La SNEL, qui était une société d'État, est devenue une société commerciale. Mais quand vous regardez la SNEL aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est toujours gérée comme c'était avant. Quand vous regardez les dernières nominations qui ont eu lieu, en dehors de la direction générale qui semble un peu respecter la technicité, la connaissance de la chose, on y met des politiciens. Or, chez nous, les politiciens viennent pas pour développer des entreprises, ils viennent pour ponctionner les entreprises, comme on a fait durant des années passées. On passait à la SNEL pour servir, dépenser l'argent de la SNEL pour les activités politiques qui n'ont rien à voir avec ce que la SNEL devait faire, c'est-à-dire renouveler l'outil, améliorer les réseaux de distribution. Donc, la réforme de la SNEL, la transformation de la SNEL des sociétés d'État en entreprises commerciales nécessite que l'État puisse faire un effort pour laisser cette entreprise fonctionner comme une véritable entreprise commerciale. Ce n'est pas encore le cas jusqu'aujourd'hui parce que dans les nominations, on continue à y mettre là-bas des politiciens qui passent à 20h à la RTNC, excusez-moi de citer la chaîne, pour parler des partis. Parce que quelqu'un a bien parlé du parti, il ne peut pas être à la présidence d'une société commerciale. Donc, nous soutenons la réforme, la transformation de la SNEL, mais nous voulons que cette transformation puisse se faire selon les normes. Que l'État puisse laisser l'entreprise, même si nous reconnaissons qu'au jour d'aujourd'hui, l'État a encore laissé l'actionnaire de la SNEL. Voilà pourquoi nous déplorons encore ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est-à-dire une nomination plutôt à caractère politique que vraiment à caractère technique. Nous voulons que ces choses se fassent techniquement, qu'on puisse aider la SNEL en lui donnant le temps de s'organiser. Les réseaux de distribution est malade. Nous avons été à Inga voir. Les machines à Inga sont en pleine réflexion avec tous les projets que la SNEL et l'État ont contactés avec les autres partenaires. L'augmentation, on a fait une deuxième ligne. On a augmenté certes la quantité d'énergie. Mais dans le quotidien des Congolais, à Kinshasa ici, rien ne change. Vous avez toujours les délestages. À Lubumbashi, vous avez toujours les délestages. Dans toutes les provinces, vous avez ces mêmes maladies. Pourquoi? Parce que le réseau de distribution est complètement foutu. La SNEL n'a pas de moyens. Et l'État est parmi les gens qui ont une dette importante de la SNEL. Ce n'est pas parce que l'État est actionnaire qu'il ne peut pas honorer ses engagements vis-à-vis de la SNEL. L'État doit payer la SNEL, doit payer les moyens de la SNEL pour aider la SNEL à renouveler l'outil de production. Parce que si l'État ne paye pas les moyens, la SNEL ne va pas, la SNEL ne sera pas compétitive. L'environnement est libéralisé. Maintenant, il y aura de plus en plus de privés qui vont investir ces secteurs. Mais si la SNEL n'est pas compétitive, elle est vouée à disparaître. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous, l'ANSLER emploie beaucoup de Congolais. On a besoin qu'on puisse restructurer cette entreprise, qu'on puisse la mettre au niveau des entreprises commerciales. Dans ce que nous voyons là-bas, on y met là-bas des militants
pour venir chanter et louer la gloire des hommes politiques. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une entreprise qui fonctionne selon les normes de la modernité, les contrats avec les indicateurs de performance pour aider cette entreprise à se hisser au niveau des entreprises compétitives pour le bien des Congolais. Ok, monsieur le président, je pense que nous arrivons pratiquement à la fin de la partie. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas abordé dans cette émission que votre centre Senadep aurait à transmettre comme message particulier sur tout ce que vous avez dit? Vous avez relevé effectivement des défis et vous essayez comment contourner pour que l'État se sente non seulement gendarme, mais l'État est régulateur, il est entrepreneur et puis il est régulateur. Quel est le message que Senadep lance, non seulement pour les Congolais de Kinshasa, mais les Congolais qui se trouveraient aussi à travers, qui ont les mêmes idées et le même sentiment que vous? Quel est le message que vous lancez? L'article 48 de la Constitution de la République dit que l'État garantit l'accès à l'énergie électrique à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Notre message ici est de demander à tous les Congolaises, à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de se lever, de réclamer la jouissance de ce droit, de demander à l'État, de demander à leur gouvernement provincial, de leur demander au niveau de la base, de l'Assemblée provinciale, jusqu'au niveau le plus élevé, d'exiger qu'on puisse leur donner accès à l'énergie. Parce que le pays a dépotentialisé des normes pour pouvoir donner à chaque Congolais de l'énergie. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des provinces, comme l'ex-province de l'Équateur, les provinces de Kasaï oriental, Kasaï occidental, dont l'accès à l'énergie en termes de taux est de 0, quelque chose. En plein 21e siècle, dans un pays où nous disposons d'énormes ressources, sur tous les plans, que nos mères, nos grands-mères naissent et meurent dans les noirs. C'est inacceptable. Nous devons nous lever, nous devons demander à toute personne qui viendra se présenter devant nous pour solliciter notre voix de lui dire notre priorité à nous, c'est de l'énergie. Donnez-nous de l'énergie parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Et ce pays ne va pas se développer tant que l'homme politique ne met pas à sa tête que dans tout ce que je fais, si je ne développe pas l'énergie, je ne donne pas accès à l'énergie à tout Congolais, je n'ai rien fait. Donc, notre message aujourd'hui est que les populations de la République du Congo, partout où vous êtes, vous devez savoir que si vous n'avez pas accès à l'énergie, vous êtes voué à rester dans des conditions moyenâgeuses. Si vous voulez accéder à la civilisation, vous devez avoir accès à l'énergie. Et ça, la Constitution de la République vous donne le droit de demander l'accès à cette énergie à toute personne qui viendra se présenter devant vous pour solliciter votre voix. Notre priorité, c'est l'énergie. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première tranche. J'appelle bien cette première tranche parce que nous trouvons que le centre a beaucoup d'intérêt et il a beaucoup de matière à donner. Vous avez senti que le cordon a même cité la Bible. Et nous répétons parce que Psaume a dit dans le chapitre 23 que même si j'ai traversé dans le vallée de la mort, donc le vallée de la mort, c'est l'Afrique, et c'est le Congo où il y a les Noirs. Mais nous remercions Mesdames et Messieurs de Afrique Eco Magazine qui ont suivi ou qui vont suivre cet élément et de nous faire aussi des remarques. Très prochainement, nous serons toujours à votre disposition. Nous vous remercions. Et revenir. Donc ça, c'est vraiment un projet. Hein?